Merci Brigitte et merci aux organisateurs de leur invitation. Alors, rencontre sexuelle à l'adolescence est le titre de cette journée scientifique et l'argument souligne, je cite, que la rencontre avec le sexuel suppose en premier lieu de consentir à ce qui surgit en soi avant d'être en mesure de se mettre en quête d'une rencontre de l'autre. Mon titre, Altérité, altération, le sexuel des identifications à l'adolescence, le dit autrement. La possibilité d'une altérité est conditionnée par la possibilité de supporter l'altération interne, intime, et dans le temps de l'adolescence, les remaniements des identifications au centre desquels le sexuel occupe une place centrale ont dans ce travail une fonction essentielle. Consentir à ce qui surgit en soi. La formulation me semble traduire la position éminemment paradoxale dans laquelle se trouve l'adolescent face à l'événement pubertaire. L'irruption de la puberté, avec sa temporalité variable d'un sujet à l'autre, est exigence de travail psychique. Elle déloge le sujet de la quiétude corporelle de l'enfance, le confrontant à des vécus d'inquiétante étrangeté altérants, imposée par la transformation sexuée de son corps à laquelle il se voit soumis. La contrainte n'est pas seulement corporelle, elle implique des remaniements psychiques essentiels, notamment des identifications infantiles, agitées par les divers courants fantasmatiques qui les animent. Clara, 15 ans, a accepté de me rencontrer. Soumission passive à la proposition qui lui a été faite par le médecin traitant. Ce dernier a été alerté par un refus scolaire persistant et un repli chez elle de plus en plus important, la coupant des relations avec ses pairs et compromettant sa scolarité. Les parents, se disant dépassés, impuissants, ne supportent plus son installation dans une forme de résistance passive à toute forme de sollicitation de leur part. Clara ne prend pas la parole spontanément. Entre neutralité du ton et lassitude, elle répond le plus brièvement possible à mes sollicitations. Entre chaque réponse brève, le silence enveloppe la pièce de longues minutes, sans possibilité de croiser son regard. Clara se défend contre toute rencontre, affirmant d'emblée qu'elle n'en attend rien, répétant « Vous pouvez rien pour moi, alors à quoi bon ?» Mais l'affirmation négative m'apparaît comme le masque d'une attente infantile vive. Celle que quelqu'un puisse faire quelque chose pour elle sans qu'elle ait à le demander et dans l'épargne de toute conflictualité psychique, d'autant qu'elle accepte de revenir. Les rencontres avec Clara seront chargées de lourds silences, particulièrement envahissants dans les premiers temps. Des silences me faisant vivre l'impuissance jusqu'au doute sur l'utilité de ces rencontres individuelles pour elle. Mais Clara revenait. Cette modalité de présence, entre attente et inhibition, était sans doute l'expression même de la nature de son transfert, en résonance avec la manière dont elle se décrivait dans la vie. Passive, soumise, renfermée sur elle-même, laissant les autres décider pour elle et se mettant à l'écart de toute situation conflictuelle, préférant s'isoler. Les relations avec les autres sont angoissantes. Elle ne sait jamais de quoi parler et se sent à la marge des préoccupations amoureuses des quelques filles avec lesquelles un lien fragile est maintenu. Elle a l'impression d'être sans désir. Elle ne sait pas d'ailleurs si elle préfère les filles ou les garçons. Ça ne l'intéresse pas, dit-elle, me faisant entendre la dénégation protectrice de son désir. Ces manifestations phobiques ont commencé avec l'arrivée de ses menstruations, contemporaines d'un vécu de solitude très grand. « On ne parle pas de ces choses-là », dit-elle. Elle se décrit alors comme étant très irritable, fréquemment triste et ayant des difficultés d'endormissement importantes. Je m'interroge sur la valeur de ce pronom impersonnel, « on », qui par l'indifférenciation dont il témoigne, désigne peut-être la honte partagée par la communauté des femmes de la famille, qui fait qu'on ne parle pas des « choses des femmes », comme elle les nomme, et en tout cas, désigne sûrement la difficulté d'une parole possible entre mère et fille. Dans la dynamique transférentielle de nos entretiens,
Cela se traduit par une forme d'évitement, comme si la parole restait installée à une sorte de périphérie des mots, me maintenant dans le même temps à distance. La recherche d'une forme de neutralisation de la menace véhiculée par toute parole m'apparaît traductrice des craintes de confusion et d'empiètement. On est loin de l'interpénétration psychique possible. C'est une belle formulation. Chez Clara, à l'expression de la honte qui suit celle de la haine éprouvée à l'égard de son corps, qui la renvoie à une dépossession d'elle-même, « Je le déteste », dit-elle, car il appartient à ma famille. Ses caractéristiques physiques la ramènent à une filiation qui contredit son refus revendiqué de toute identification aux figures parentales. Mais le refus est sans doute la traduction négativée du lien inexorable à celle-ci, vécu sous le sceau d'une différenciation insuffisante, voire d'une aliénation. Il lui est dit fréquemment qu'elle ressemble à son père, ce qu'elle ne supporte pas. Mais l'expression de la détestation de son corps sera aussi rapportée à la conviction fantasmatique d'être haïe par la mère. L'ambivalence du lien et les angoisses qu'elle convoque sont vives. Ces difficultés relationnelles, comme celle d'aller en cours, ces fugues, nommées comme telles par les adultes, en sont une traduction. Elle semble destinée à vérifier qu'elle n'a pas tout perdu, qu'une place pour elle et auprès de ses parents peut être maintenue, qu'elle peut changer, partir, sans les perdre ni se perdre. Changer tout en restant le même. L'adolescent se confronte à la nécessité d'une tâche essentielle, celle d'effectuer un travail d'historicisation consistant à, et là je cite Pierra Olagnier, conjointement préserver son investissement à ce qu'il était et qu'il n'est plus, et investir son auto-anticipation et donc celui qu'il n'est pas encore. Ce travail d'adolescence est destiné à modifier la version infantile de son histoire, dont, dit encore Olagnier, une auto-altération bien difficile à assumer, et pourtant nécessaire à la poursuite de son projet identificatoire. Affirmer un jeu implique la remise en cause de la version infantile de son histoire. Il s'agit de construire son enfance comme passé, et vous savez que c'est donc le titre d'un article de Pierra Olagnier. Mouvement contemporain d'un détachement vis-à-vis des figures parentales, appelé par le processus de différenciation. Ce travail de différenciation est établi par Raymond Kahn comme central dans le processus de subjectivation de l'adolescent, se réfère au concept de compromis identificatoire proposé par Olagnier entre ce qui ne doit pas changer et ce qui doit rester modifiable, qui permettra au jeu de s'auto-représenter. Ce compromis identificatoire conditionne chez l'adolescent l'ouverture d'un espace identificatoire ouvert aux possibles relationnels, c'est-à-dire l'ouverture d'un futur relationnel à la fois suffisamment libéré de la dépendance identificatoire caractérisant l'enfance et assumant d'y trouver sa source. Cette exigence de travail peut s'accompagner d'un désarroi existentiel parfois immense, d'autant que le processus est constamment pris dans une dynamique paradoxale. Car pour devenir quelqu'un, je mets des guillemets, il faut pouvoir se nourrir de ces objets d'identification en même temps que s'en différencier. Dynamique qui fait se lever des angoisses de perte de soi-même et de l'autre, liées aux expériences antérieures de séparation, tout autant à la déception oedipienne qu'aux états de détresse primaire. L'affirmation d'un jeu qui peut se reconnaître suffisamment comme tel est immanquablement liée à ce qui s'est éprouvé et à l'expérience conditionnelle que la qualité et l'appartenance de ces éprouvés aient été reconnues par un autre. Le travail d'adolescence suppose ainsi l'expérience de la perte à travers son surmontement. Autrement dit, il s'agit de mettre en œuvre sa capacité de penser au bénéfice de sa capacité à se trouver et à se retrouver, c'est-à-dire à se perdre et à être perdu pour se retrouver.
une capacité à être perdue au sens où l'a proposé Adam Phillips, qui soutient la possibilité de supporter d'être dans l'incertitude et les mystères propres à l'existence humaine. Ainsi, se confronter à l'impossible et nécessaire prise de responsabilité de son désir, de ses actes, de sa vie, implique d'expérimenter le plus intime de la difficulté à être et à en chercher le sens. L'adolescence est le temps des questions métaphysiques, relatives au sens de son existence, à sa raison d'exister, articulée à cette question fondamentale du « qui suis-je », elle-même articulée au « qui puis-je ». Entre doute, croyance et conviction, le sujet voudrait bien s'épargner les affres de ce constat infaillible. Nous ne sommes jamais ce que nous croyons être, sans pouvoir pour autant renoncer à en savoir quelque chose. Avec Clara, la colère peut émerger progressivement et s'adresser. Je ne comprends rien, je ne fais rien pour elle, et je me satisfais d'écouter son mal-être. De manière contemporaine, Clara s'oppose à ses parents. Elle s'en prend à son père et ses absences, lui reprochant de fuir la famille. Elle s'insurge contre les propos maternels blessants et ceux qui l'assignent à une vocation de comblement narcissique. Elle répète alors les mots maternels. On ne fait pas des enfants pour qu'ils se fassent du mal. On veut les voir grandir et être heureux. Tu as tout pour ça, tu ne manques de rien. Le vécu de dépossession d'elle-même est rapporté à la jouissance parentale narcissique entretenue à son insu. Les parents, ils font des enfants pour leur plaisir, dit-elle. La culpabilité d'exister peut être vive quand le sujet a été l'objet narcissique d'un de ses parents et que l'on a dénié ou désavoué son existence propre. La dynamique est alors bien souvent tributaire d'une histoire honteuse, inconnue du sujet, le contraignant à une obligation d'expiation sans prime de plaisir et dont il souffre car il n'en saisit pas le sens. Un interdit de pensée, où la difficulté réside dans celle du sujet à relier ses vécus de honte d'exister à sa propre histoire. Freud a émis l'hypothèse que ce sentiment inconscient de culpabilité puisse être emprunté. Autrement dit, qu'il puisse être le résultat d'une identification à une autre personne qui fut jadis l'objet d'un investissement érotique. L'enjeu d'une telle modalité identificatoire inconsciente est de pouvoir conserver quelque chose de l'objet, en dépit de l'aménagement coûteux qui produit notamment des empêchements de pensée. Il est apparu que c'était le cas de Clara, dont la souffrance était prise notamment dans les raids d'identification narcissique aux figures féminines de la famille de sa mère. À la faveur d'une consultation familiale, elle en découvre quelques motifs. Sa grand-mère maternelle a fait une tentative de suicide sous les yeux alors adolescents de sa mère, à l'occasion de l'abandon par son grand-père maternel du domicile familial. Cette grand-mère, dépressive, ne s'est jamais remise de cette rupture et après avoir fait l'objet de plusieurs hospitalisations, décédera des suites d'une récidive. Histoire jusque-là ignorée de Clara et livrée dans un mouvement de débordement de sa mère. Une histoire révélant le poids des interdits de pensée et des non-dits dans la dynamique des échanges familiaux et dans les enjeux de passivation, passivité, jusque dans l'activité de pensée de Clara. Le poids de l'héritage transgénérationnel dans les relations mère-fille génère des confusions identificatoires dans la réactualisation d'une menace mortifère et de vécu d'impuissance que la haine tente de mettre à distance. Je préférerais la voir mourir plutôt que de continuer à souffrir de ses comportements, dira la mère. Mais de qui est-il question? N'est-ce pas l'expression chez la mère de la haine portée en elle à ces objets infantiles, longtemps muets, projetés dans un mouvement d'externalisation sur sa fille, responsable, et je mets des guillemets, par son adolescence, de l'avoir réactualisée. Clara évolue. Elle peut à nouveau investir une vie relationnelle avec des pairs et a réinvesti sa scolarité, même si les angoisses restent vives. L'enfermement psychique peut se nommer à l'abri d'un mouvement de projection transférentielle.
J'étouffe ici. Je voudrais changer d'air. Ici, je suis prisonnière. » Un silence fait suite à cette déclaration que je finis par interrompre en lui demandant à quoi elle pense. La réponse fuse, surprenante. Je me voyais frapper mes parents, je les battais et j'y prenais du plaisir. L'avènement de cette scène se produit à un moment où il est question d'un vécu de passivation lié à l'enfermement. La construction du scénario de la fantaisie propose un double renversement. Clara prend une position sadique au sein de la scène sexuelle parentale, explicitement active, redoublée du renversement des positions. Elle est celui, celle qui bat. Mais précisément, le couple parental reste amalgamé comme un bloc, uni identifiant, qui lui permettrait de faire l'économie du travail sur les identifications sexuées, de la non-séparation d'avec les parents. C'est une question. Toujours est-il que l'advenue de cette fantaisie, dans la relation transférentielle, témoigne de la remobilisation des investissements libidinaux et de l'intensité de l'attachement oedipien. Elle traduit aussi la fragilité du refoulement sous la pression pulsionnelle, en correspondance avec ce que Catherine Chabert a appelé, on en a parlé ce matin, la version mélancolique du fantasme de séduction. À l'occasion d'une séance ultérieure, Clara évoque la figure de Catwoman. Ce surnom, associé à un personnage de comics lié à Batman, un couple se dessine, est la réincarnation d'une femme violentée qui change d'identité la nuit pour prendre le contrôle de sa vie et se venger. Elle passe ainsi d'une position de victime à une position sadique active. Ce personnage a été porté à l'écran pour être magnifié, transformé en une femme féline d'une agilité et d'une forme surhumaine et présenté avec l'apparat fétichiste de cuir noir reluisant. Clara s'amuse de cette figure qui s'est invitée entre nous. Moi aussi. De mon côté, il est difficile de ne pas entendre ce surnom dans la complexité des mouvements identificatoires transférentiels qui associent mon début de prénom, Catherine, au signifiant femme, comme m'étant adressée. Le mouvement transférentiel traduit-il une évolution vers une différenciation des identifications, ici féminines, maternelles? Clara associe spontanément sur un rêve qu'elle a fait la nuit même. Une guêpe passe devant mon visage. Je la chasse tout en me disant qu'il ne faut pas que je le fasse, parce que sinon elle va me piquer. Effectivement, me dit-elle, la guêpe enfonce son dard sur la cate sourcilière droite et reste coincée. J'essaie de l'enlever, mais n'y parviens plus. Ce rêve, pas d'interprétation, la conduit à constater qu'elle se dit souvent qu'elle devrait faire les choses d'une certaine manière et qu'elle fait systématiquement exactement le contraire, sans comprendre pourquoi. Elle s'interroge sur la dimension d'autosabotage de cette conduite et les raisons qui l'y poussent. La figure maternelle est alors évoquée pour souligner des conflits toujours vifs. Elle associe sur un film, Requiem for a Dream, de Aronofsky. Commentant, c'est horrible. Je ne sais pas ce que le titre veut dire. La mort d'un rêve, comme avec ma mère. C'est pas un film qui remonte le moral. Des propos qui témoignent du mouvement de désidéalisation de la figure maternelle, un mouvement nécessaire et trophique dans le cadre du travail d'adolescence, mais qui prend ici une coloration d'excès. Le risque encouru semble que la perte d'idéal ne la protège plus de la haine persécutrice de l'objet primaire et que d'autre part, il soit porté atteinte à ce même objet, exposé alors à la déchéance. Car le film, vous le connaissez sans doute, évoque les dérives de la dépendance sous toutes ses traductions possibles, alimentaires, drogue. Les remaniements identificatoires s'effectuent en effet dans une dynamique de désidéalisation des identifications infantiles. Ce travail participe à l'autonomisation du moi. Il implique cependant non pas le rejet du surmoi parental, mais une appropriation par une dépersonnalisation symbolique progressive du surmoi, c'est-à-dire une désexualisation relative des figures imagoïques qui doit pouvoir s'effectuer en un second temps.
Jean-Luc Donnet propose de nommer ce processus travail d'impersonnalisation. Ce mouvement s'inscrit dans le détachement des objets oedipiens et s'il confronte conséquemment au travail de la perte, il doit pouvoir rester compatible avec, je le cite, le maintien d'un investissement objectal tendre. Il permettra le passage à des identifications structurantes qui signera la sortie de l'adolescence. Ces identifications structurantes se distinguent des identifications narcissiques ou prémélancoliques, dont la dimension contraignante, par l'absence de conflictualité possible entre le moi et le surmoi, du fait des indifférenciations à l'œuvre, manifeste l'impossibilité d'opérer un deuil de l'objet. La capacité à renoncer à la toute-puissance infantile, à des idéaux absolutistes, à supporter les remaniements nécessaires des identifications chargées en idéal est tout aussi importante que le mouvement d'idéalisation qui lui précède. Le processus d'impersonnalisation n'est jamais total, fluctue selon les expériences de vie, mais il est particulièrement sollicité à l'adolescence, période à laquelle il s'engage. Cela nécessite de trouver de nouveaux objets d'idéalisation extérieurs au cercle familial, de faire l'expérience de nouvelles rencontres identificatoires, et le terme revient à Evelyn Kestenberg. Rencontres identificatoires qui élargissent les possibilités identificatoires permettant de pallier à la fragilisation liée à la perte des idéalisations infantiles. L'idéalisation d'autres adultes, comme les enseignants, animateurs sportifs, des voisins, ou l'appartenance à un groupe permettant de faire l'expérience d'une communion dans le partage d'un même idéal, assure transitoirement une fonction d'étayage au narcissisme fragilisé et au remaniement des identifications. Le processus psychique d'idéalisation accompagne ainsi celui de désidéalisation en assurant, par le déplacement possible de certains investissements, une part importante de l'articulation entre l'intrapsychique et le culturel. C'est à l'impossibilité de ce travail mutatif et à certaines fixations idéales que l'on doit certaines impasses à l'adolescence. L'idéalisation assure notamment une défense protectrice contre la sexualisation. Dans ces excès, du fait d'un narcissisme négatif dès lors omnipotent, elle pourra conduire au gel de la sexualisation, non seulement du corps, mais aussi dans les relations objectales, comme par exemple dans les troubles des conduites alimentaires. Les pathologies de l'idéalité, on le sait, sont fréquentes à l'adolescence. Mais dans sa dynamique positive et structurante, l'idéalisation soutient le moi dans son rapport à l'idéal, dans une dynamique différenciatrice où le renoncement peut s'exercer sans que le narcissisme de l'adolescent s'en trouve trop menacé. Clara va progressivement cheminer vers des relations plus apaisées et j'apprendrai, incidemment, alors que la fin de la thérapie est envisagée, qu'elle a fait une rencontre amoureuse. Le secret devait sans doute être gardé. Traduction d'un espace intime nouvellement conquis. La capacité d'une ouverture à l'autre moins lestée d'angoisse paranoïde a été conquise par les remaniements identificatoires et la possibilité de se dégager d'une assignation projective. Le transfert et le jeu de différenciation multiple qu'il autorise par la voie de l'érotisation a soutenu ce processus dont je n'ai évoqué que quelques moments. Pour tout adolescent, les remaniements identificatoires conditionnent nécessairement les possibilités de séparation d'avec les parents et l'advenue de possibles relationnels inédits au sens de Pierre Aulagnier. Ce que l'exemple clinique de Clara montre au mieux est que se séparer des parents suppose de pouvoir séparer les parents en soi et de se séparer de soi-même pour advenir comme sujet divisé, ouvert au pluriel identificatoire. Je vous remercie. Alors, en préfaçant
l'ouvrage de Wedekind, Les Veilles du printemps, Lacan soulignait que le dramaturge allemand avait bien perçu que pour les garçons, la question de faire l'amour avec les filles n'existerait même pas sans que celle-ci ait d'abord habité et imprégné l'espace de leurs rêves. Avant de trouver à se réaliser sur la scène externe, les rencontres avec le sexuel s'augurent sur la scène onirique, puisque cette subjectivation du sexe est bien ce qui fait le texte de nos rêves. Entendons ici que la texture de nos rêves n'est faite que de l'exigence de travail que nous impose la subjectivation du libidinal, qu'il soit de nature infantile ou bien génitalisé. Comme s'il y avait la nécessité pour tout adolescent que ce nouveau corps pulsionnel, génitalisé, puisse être non seulement perçu, mais qu'il soit également psychiquement, afin d'intégrer cette nouvelle image d'un corps puissant. Tout en se reliant avec une dimension plus infantile, les rêves pubertaires vont donc traduire l'irruption de cette nouvelle pulsionalité et de ce nouveau corps sexué. Dans ces rêves pubertaires, ce qui est appelé à transparaître concerne en premier lieu la nécessité de se familiariser avec la jouissance orgasmique, comme avec les sensations et les angoisses de transformation corporelle inhérentes à la puberté. Cela se traduira par l'apparition de rêves érotiques propices aux premières pollutions nocturnes ou à l'irruption d'une excitation libidinale incontrôlable, faisant craindre au sujet d'être débordé par celle-ci. Chose rare, puisque l'on possède assez peu d'éléments sur sa vie personnelle, Lacan nous a légué un carnet de rêves retraçant ce qu'il nomme son journal de libération psychanalytique. Or, au regard du contenu de certains rêves, notamment des 2 premiers rêves qu'il cite, cette dite libération ne semble pas sans lien avec la réactualisation de la phase pubertaire. Dès le premier rêve relaté, Lacan fait état d'un scénario où il découvre, logé à l'intérieur de son prépuce, un petit poulpe. Un poulpe qu'il prend alors soin d'arracher avec délicatesse, ce qui n'empêche pas que son gland soit finement scarifié par le bec de la bête. Du sang gicle alors en aspergeant de fines gouttelettes son costume fin et neuf. Un costume neuf qui peut évoquer le vécu d'être en possession d'habits neufs suite à la mue adolescente, même si ce costume reste sans doute un peu grand pour le sujet en passe de devenir adulte. Dans l'auto-analyse qu'il propose de son rêve, la présence du sang qui gicle sur son costume neuf l'amène bien sûr à faire référence à la reviviscence de l'angoisse de castration. Mais l'angoisse note aussi que le poulpe pourrait être un représentant symbolique du vagin, ce qui peut ainsi évoquer la crainte d'une rencontre fantasmée et redoutée avec un vagin poulpe, apte à menacer son intégrité physique lors d'une première relation sexuelle. Dans le second rêve, que mentionne Lacan, la frénésie du pulsionnel pubertaire est encore plus marquée, puisqu'il est question cette fois d'un petit âne qui fait des avances à une chienne. Or, cet âne est soudainement pris d'une frénésie érectile. Il se frotte le ventre contre le sol, très mignon, il court dans la rue enragé. Ne peut-on alors penser qu'il s'agit là, sous les traits de cet âne en proie à des désirs frénétiques, d'une réminiscence du surgissement des éprouvés pulsionnels et de l'inquiétude angoissée de se retrouver débordé au moment où naissait l'attrait pour une congénère? Pour l'adolescent plutôt fantaisiste, mais aussi parfois arrogant, vaniteux, qui était Lacan, si on en croit en tout cas Elisabeth Rodinesco, la subjectivation du sexuel par le biais du travail onirique paraît avoir été plutôt opérante et salvatrice, entamant progressivement sa propension à faire de nombreuses fugues et à s'extirper d'une sorte de délectation morose. En témoigne l'ampleur et la créativité de son œuvre où la dimension conceptuelle semble encore habitée par cette frénésie pubertaire. Cette dimension excitante du pubertaire, on la retrouve sur un mode plus indirect dans les textes de Freud. Pas tellement chez le Freud adolescent, tellement tout ceci semble particulièrement contrôlé, contenu et très tôt sublimé dans les recherches scientifiques et les intérêts métaphysiques, comme en témoignent ses correspondances de jeunesse avec son ami Edward Silberstein.
Pour autant, dans l'interprétation des rêves, Freud mentionne avec insistance la fréquence de rêves angoissés, voire terrorisants chez de jeunes préadolescents, suffisamment hystériques, dira-t-il, pour souffrir de terreurs nocturnes et d'hallucinations, en lien avec les sentiments coupables liés à l'activité masturbatoire. Freud cite par exemple le cas d'un jeune patient de 12 ans terrorisé par des visages verts et des yeux rouges. Or, ce patient avait fréquenté un jeune garçon particulièrement mal élevé qui l'aurait initié à de mauvaises habitudes. Il se trouve que ce garçon mal élevé avait précisément le teint verdâtre et des yeux rouges. C'est encore le cas du jeune Albert qui, dans ses nuits agitées, enveloppé dans une odeur de bitume et de soufre, le feu lui brûlant toute la surface du corps, préalablement dépouillé de ses vêtements, apercevait le diable, seul ou avec d'autres, qui venaient lui crier à tue-tête « Nous t'avons, nous t'avons ». Albert s'opposant dans son rêve en criant « Albert n'a jamais fait ça, Albert n'a jamais fait ça ». Bien plus tard, Albert reconnaîtra qu'à cette période, il éprouvait continuellement des picotements et des surexcitations aux parties, au point de songer à se jeter par la fenêtre du dortoir. La dénégation concernant Albert n'a jamais fait ça était directement liée à la tentation de se masturber suite à la poussée pubertaire. Séduit par l'excitation que produit en lui ce type de désir, vécu comme coupable, le risque est, comme le suggère Annie Anzieux, que l'adolescent constitue, renforce et s'enferme dans une enveloppe d'excitation. Le système de décharge lui-même déplace l'aboutissement de l'excitation, plutôt la spasmophilie, que l'orgasme. L'enveloppe corporelle devient le lieu d'aboutissement de la pulsion, au détriment de l'avènement de la potentialité orgasmique. Réussir à convertir cette enveloppe d'excitation grâce à l'introjection de pulsions génitales, celle-ci donnant accès à la jouissance orgasmique, représente fréquemment le cœur du travail analytique avec les adolescents. Mais comme pour tout à chacun, la rencontre avec ces nouveaux désirs, comme souvent avec nos désirs, n'est pas simple à assumer et ne s'augure pas toujours sous le meilleur jour. Aussi n'est-il pas si rare que ce soit par le biais de rêves assez troublants et hystérisés, ou même de cauchemars, que cette introjection du génital s'augure. De ce point de vue, les rêves d'Anastasia et de Clémence nous apparaissent assez explicites. Avec certaines patientes anorexiques, il faut parfois un temps très prolongé pour que le pubertaire, comme mis en latence, retrouve le droit de citer. Pour Anastasia, jeune patiente anorexique, il aura fallu un travail psychothérapique pendant presque 10 ans pour qu'elle puisse accéder à ce type de rêve intégrant une dimension pubertaire. Il s'agissait de ce rêve. Anastasia se trouve en présence d'une copine avec laquelle elle doit se rendre à la cantine. Une fois arrivée dans le réfectoire, elle doit enlever son manteau pour passer à table. C'est à ce moment précis que la scène devient très angoissante, puisqu'elle découvre qu'il lui est absolument impossible d'enlever son manteau dans la mesure où ses poils ont tellement poussé sur toutes les parties de son corps que ceux-ci sont même parvenus à traverser l'épaisseur de ses vêtements, et notamment de son jean. Particulièrement honteuse et complexée vis-à-vis des autres élèves présents, elle se résout néanmoins à manger avec son amie. Alors Vincent nous parlait de la question des poils ce matin, mais les éléments de ce rêve aussi m'amenaient à me remémorer les propos de Simone de Beauvoir, qui évoque elle aussi la prolifération à la puberté de cette végétation neuve sous ses aisselles, au bas de son ventre, la métamorphose en bête ou en algue. Beauvoir faisant encore référence à une patiente de Janet, Nadia, qui s'épilait les poils du pubis pour faire disparaître cet ornement de sauvage, persuadée qu'elle était seule au monde à devoir vivre avec cette monstruosité. Ce rêve d'angoisse évoque bien sûr les rêves typiques de confusion à cause de la nudité, même si dans cette version, il s'agit de se découvrir dans toute son animalité pubertaire, devant ses comparses de cantine. Mais la présence intempestive de ses poils traversant vient surtout marquer la transformation pubertaire en cours et, quoi qu'il paraisse, le désir d'afficher au grand jour l'advenue de ce corps sexué. Au demeurant, le rêve qui suivait aussitôt le premier venait conforter cette évolution. Anastasia est toujours en présence de cette même amie, mais cette fois, toutes les deux s'étonnent de la présence de deux beaux militaires, particulièrement athlétiques et vifs, qui jouent au ballon à quelques pas d'où elles se trouvent. Intérieurement,
Anastasia espère alors qu'ils vont enfin les remarquer. Mais décidément trop occupés à jouer, ils ne semblent pas prêter attention à elle. Cette situation va enfin changer au moment où leur ballon de foot roule jusqu'à elle. Mais le rêve s'interrompt précisément au moment où Anastasia se dépêche d'attraper ce ballon avant de leur rendre le ballon. Lors d'une séance avec Clémence, une adolescente de 16 ans, séance où j'avais été immédiatement saisi par une perception contre-transférentielle, où elle m'apparaissait soudainement beaucoup plus grande qu'à l'ordinaire, beaucoup plus mûre que d'habitude, différentes associations de sa part étaient venues encore conforter cette impression de maturité. Clémence affichait ainsi une position plus affirmée avant qu'elle me fasse part d'un rêve qui la laissait relativement intriguée. Elle est alors, dans son rêve, surprise que celui-ci reprenne aussi clairement des éléments qu'elle avait pu vivre la veille. En l'occurrence, il s'agissait d'une scène relativement anodine où elle se mettait du vernis à ongles sur les mains. Évidemment, dans son rêve, le scénario prend une autre tournure que la veille, puisque après avoir soigneusement appliqué son vernis, elle est en situation d'observer son vernis qui se liquéfie progressivement. Très intriguée et inquiète, elle ne peut alors que constater que celui-ci ne cesse de s'écouler et de se répandre, sans aucune possibilité pour elle de mettre fin à cet étrange phénomène. Clémence ajoute que les conséquences s'avèrent vraiment désastreuses, puisque tout le monde autour d'elle s'englue dans cette marée de vernis à ongles rouges. Elle seule était finalement épargnée, et elle seule peut garder une démarche sereine et légère. Le rêve s'arrête sur le sentiment d'un immense gâchis, une véritable catastrophe écologique, puisque ce qui se déroule s'avère comparable à une immense pollution, à une véritable marée noire où nombre d'oiseaux s'engluent dans cette matière visqueuse pour y dépérir. À la suite de son récit, assez peu d'associations de sa part pouvaient émerger, comme si Clémence restait polarisée par l'étrange aspect du vernis à ongles qui ne cessait de s'écouler. Moi-même, je n'étais pas du tout indemne de ce climat pesant, comme si j'étais également à la fois fasciné et englué par cette matière, au point de ne plus avoir la présence d'esprit suffisante pour relier les différentes séquences de l'entretien. Séquences de l'entretien qui toutes montraient qu'il était question du fait de grandir, du fait d'advenir à la maturité féminine et des implications de celle-ci, comme si ce matériel onirique était l'expression directe des changements induits par la puberté. Ce rêve se reliait, si l'on se réfère aux thèses d'Hélène Deutsch, à la réactivation de l'angoisse de castration, puisque la survenue des premières menstruations se superpose pour l'adolescente avec le traumatisme pubertaire. L'ampleur de ce traumatisme sera liée à la crainte que les attaques fantasmatiques, dirigées antérieurement contre l'imago maternel, aient pu générer des représailles telles que ce serait tout l'intérieur du ventre de la fille qui en serait détruit au point de se répandre dans un flot menstruel immodéré. En ce sens, comme je le précisais tout à l'heure, il arrivait aussi à Lacan de comparer la sexualité à une mare, une flaque, une marée noire. En effet, cette matière visqueuse évoque la façon un peu étrange dont Lacan conçoit la libido en l'assimilant à une sorte d'omelette, susceptible de s'épancher et de s'infiltrer partout, jusqu'au point de tout envahir. Une conception où cette libido apparaît très menaçante, sauf que dans le cas de figure qui nous occupe, le rêve de Clémence laisse ainsi à penser qu'elle parvient à s'approprier, à prendre possession de cette libido féminine, même si elle reste encore effrayée par le pouvoir de celle-ci. De façon pertinente et insidieuse, mais aussi un peu terrifiante, Christopher Bellas avance que chaque nuit, nous revenons au corps de notre mère et entendons son oracle qui nous parvient sous forme de rêve. Rêver vise d'abord à maintenir l'impossible union avec la mère, préserver une totalité indivise, se mouvoir dans un espace d'avant le temps, ajoute Pontalis. Si ces retrouvailles nocturnes avec le corps maternel s'avèrent d'une réalité subjective incontournable, au regard des mouvements régrédients qui accompagnent toute activité onirique, ne doit-on pas envisager qu'avec l'éveil de la puberté, se questionne précisément pour le sujet adolescent le souhait d'échapper et de découvrir d'autres corps que le corps maternel, que ce besoin de se déprendre et de se défaire de la puissance oraculaire de la parole et du désir maternel
est aussi agissant et au cœur de l'activité onirique. Certes, on peut considérer que les désirs dans l'inconscient ont un caractère quasi immortel. Freud, de plus, avançait très clairement et très nettement que l'accès à la génitalité orgasmique suppose de se familiariser avec les représentations de l'inceste et du parricide. Or, le rêve va devenir, à partir de la puberté, la solution royale face au désir incestueux et parricide, puisqu'il va œuvrer, comme l'a montré François Ladame, à voiler et à déguiser ces désirs incestueux et parricides. Le travail du rêve opère un travail subtil qui permet aux refoulés de revenir peupler nos rêves sans hanter nos vies diurnes sous forme de symptômes. À défaut, lorsque le travail du rêve échoue, ces désirs refoulés peuvent revenir sur un mode effractant, en conférant au rêve une allure de boulet rouge, disait Michel Fin. Aussi, les rêves qui remplissent le mieux leur fonction sont ceux dont on ne sait plus rien au réveil. Sans souvenir signifie qu'il y a eu irruption dans l'inconscient, refoulé dans le moi normal. Cette familiarisation avec l'inceste suppose donc de parvenir à une forme d'anonymisation et d'absentification, ou d'impersonnalisation, finalement, comme tu l'évoquais tout à l'heure, des figures ou des imagos paternels. En d'autres termes, l'enjeu plus général est que la psyché elle-même supplée le corps maternel. La psyché serait en son essence la mère en nous, ce qui de la mère prend soin de l'enfant, à condition de préciser que l'enfant crée sa mère autant qu'elle le crée. Ne parlons pas ici, précise Pontalis, d'intériorisation de la mère, réelle ou imaginaire, comme bon ou mauvais objet. Avançons plutôt que c'est la mère absente qui fait notre intérieur. Une mère absente, ou plus sûrement une mère absentifiée, c'est-à-dire une mère qui a pu opérer ce transfert d'existence en tolérant de s'effacer narcissiquement, comme tu en parlais aussi, en tolérant une forme d'usurpation de ses qualités, de sa séduction, de ses désirs personnels, l'effacement narcissique de la mère favorisant le trouver créé de l'enfance. Si cet accès à l'absentification est loin d'être aisé, les rêves pubertaires seraient ainsi supposés introduire une force de décalage et une force de déplacement déjouant l'identité de perception toujours recherchée, afin d'anonymiser les figures incestueuses. Comme si une inversion se produisait par rapport à ce qui a pu se jouer dans le temps de l'angoisse du 8e mois, puisque via ce phénomène de retournement s'imposerait la quête et la volonté de donner une place à l'altérité, à la différence, à l'étranger, à l'énigmatique. Volonté s'opposant en cela à la recherche infantile du familier, du connu, du même. Le pubertaire ne ferait donc pas que subir la contamination par l'infantile, dès lors que la pulsionalité génitale est supposée s'extraire de l'égocentrisme pulsionnel inhérent au prégénital. Freud insistait sur l'idée qu'avec l'introduction des pulsions génitales, intervenait simultanément une dimension altruiste dans la vie pulsionnelle, favorisant cette rencontre avec la nouveauté, avec l'altérité. Cette visée n'est pas seulement motivée par le désir de reproduction ou l'instinct de reproduction, mais tout autant par la nécessité que l'objet et la satisfaction de la pulsion ne puissent désormais s'exprimer et s'accomplir qu'à travers une satisfaction et une jouissance partagées simultanément par un autre aimé et désiré. La potentialité orgasmique supposant pour être atteinte le croisement de la satisfaction pulsionnelle entre deux êtres différenciés, faisant rejoindre leur satisfaction pulsionnelle respective. En cela, le pubertaire est supposé introduire une force de décalage, une force de déplacement, de transfert par rapport au désir infantile, atténuant l'adhésivité libidinale qui se cristallisait sur les figures incestueuses. De fait, si la scène primitive signifie la perte de l'espoir de la fusion génitale avec la mère, puisqu'elle fait intervenir la notion de tiers lésé, la scène pubertaire, tout en réveillant avec force cet espoir de fusion, représente également une nouvelle atteinte narcissique, à la condition toutefois que s'opère un phénomène de déplacement des investissements objectalisés, permettant d'entériner ce renoncement et cet abandon du corps maternel. Pour qu'advienne ce que Jean-Luc Donnet nomme un amour du déplacement,
Encore faut-il que la scène primitive ait pu prendre une forme suffisamment transitionnelle. C'est-à-dire que l'organisation transitionnelle de la scène primitive fait que l'enfant est et n'est pas présent dans la scène. Il n'est pas présent physiquement, mais il est là dans la pensée. En d'autres termes, l'exclusion évidemment souhaitable de l'enfant de la scène primitive n'est tolérable que si elle est tempérée par une forme d'inclusion fantasmatique. Ce double mouvement d'inclusion et exclusion doit demeurer lors de l'avènement des scènes pubertaires, où va se rejouer cette opposition dialectique entre fixation incestueuse et amour du déplacement. À cet égard, les rêves pubertaires vont tout à la fois favoriser l'expression des désirs incestueux et parricides, tout en venant simultanément traduire le désir de s'émanciper de ceux-ci. Dès lors que le moi s'efforce à chaque stade de rester en harmonie avec son organisation sexuelle du moment et de s'adapter à elle, les rêves impulsés à partir du moi, puisque Freud distingue bien les rêves qui émanent du ça et ceux qui émanent du moi, vont ainsi contribuer à distiller la présence de désirs plus actuels en lien avec des élans libidinaux qui se portent sur de nouveaux objets. La crise d'adolescence marquerait précisément ce moment où l'adolescent reste comme écartelé entre cette incitation en provenance du moi à faire une place à l'altérité et la nouveauté, et celle en provenance du ça ou de l'inconscient, cherchant à imposer l'éternel retour du même et la compulsion de répétition. Je vous remercie de votre écoute. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité. Avant de commencer, j'aimerais bien partager quelques chiffres avec vous. Donc, à 12 ans, près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à la pornographie. 62% des jeunes ont vu leur première image pornographique avant d'entrer au lycée, soit avant 15 ans. Le smartphone est le support le plus utilisé par les jeunes pour visionner des vidéos pornographiques et 2/3 des enfants de moins de 12 ans possèdent un smartphone. Dernier chiffre, 52% des 15-17 ans ont vu une vidéo pornographique avant leur premier rapport sexuel. Ces chiffres mettent clairement en lumière la facilité d'accès des adolescents à la pornographie, rendant toute tentative de censure informatique extrêmement complexe. Ces contenus érotiques se trouvent fréquemment intégrés dans les films, des séries et même au sein des publicités. Le sujet de la pornographie en ligne soulève un ensemble complexe de questions, allant du rapport des adolescents aux écrans, à la place de la sexualité dans leur économie psychique, en passant par les scénarios fantasmatiques qu'il explore, la question de la masturbation et la place des imagos parentales. Après avoir brièvement rappelé le lien de l'adolescent à sa sexualité, j'aborderai la manière dont ils interagissent avec le monde virtuel et la pornographie. Dans un second temps, je mettrai en relation la question de la pornographie avec les notions d'addiction et de retrait pathologique d'une part et la fonction d'étayage d'autre part. Arrivée de la puberté et l'acquisition d'un appareil génital fonctionnel nuisent à l'équilibre latentiel de l'adolescent et réactivent de conflits fantasmatiques oedipiens et pré-oedipiens. L'acte sexuel, désormais réalisable, un télescopage s'installe entre les désirs hétérosexuels et incestueux. L'adolescent se trouve alors embarrassé par la proximité de ses objets parentaux qui se trouvent à nouveau sexualisés et tente de les mettre à distance. Toutefois, les bases mêmes du sentiment de l'identité reposent sur les relations primaires entre l'enfant et la mère au niveau pré-oedipien et sur les identifications post-oedipiennes avec le parent du même sexe. L'adolescent se trouve alors dans un dilemme. Les rejeter reviendrait à se couper de la réassurance identitaire qu'elle procurait, mais les maintenir nourrit les fantasmes incestueux. Les changements corporels que vit l'adolescent ainsi que l'apparition des nouveaux désirs difficilement contenables et crûment sexuels fait vivre à l'adolescent un vécu de passivité. L'adolescent vit ces changements d'abord comme un corps étranger, comme un démon interne. Là, je cite Kahn. Ces changements peuvent être vécus par l'adolescent comme une passivation, comme ça a été déjà dit aujourd'hui plusieurs fois. Surtout s'il réanime des vécus traumatiques en après-coup de la passivité primaire. S'il y a eu des fragilités au niveau des premières relations entretenues avec les objets d'amour à l'adolescence, c'est le sentiment même de l'existence qui sera touché dans les confusions entre le désir des autres et le sien. Le corps pubère devient alors une menace pour l'unité et l'intégrité de l'adolescent,
et suscite des angoisses de morcellement, une non-reconnaissance de soi et une perte de contrôle. L'adolescent doit alors devenir un séducteur actif pour réparer cette blessure narcissique. Il s'auto-séduit son corps encore enfant. Il s'agit d'un retournement de la séduction sur soi-même à la puberté, comme dit Guton, par une identification au séducteur. Il faudrait séduire ce corps pour le faire sien, pour se l'approprier, comme cela s'est déjà passé auparavant pour la première fois. Entre la dimension objective et narcissique, les changements de la puberté exigeraient un travail de la psyché pour contenir et donner sens, pour devenir autre en demeurant soi-même. Le risque serait cette fois de rester désespérément collé à la mêmeté, de lutter sans cesse pour que rien ne change, au prix d'énormes renoncements ou au prix de vivre cette altérité comme une altération, une perte de soi, une perte de continuité de son être. Je m'arrête là sur mon rappel bref sur l'adolescence. L'éloignement avec les objets parentaux laisse un vide singulier dans le psychisme de l'adolescent qui n'est pas encore capable de traiter la perte d'objets. Si la fonction parexcitante n'a jamais pu être introjectée par l'adolescent, ce dernier aurait besoin de la présence permanente de l'objet pour pouvoir se rassurer et s'apaiser. Dans cette équation, le monde virtuel peut permettre à l'adolescent de se sentir connecté en permanence avec sa communauté et éviter tout sentiment de solitude et de manque. D'après Tisserand, Missonnier et Stora, toute application virtuelle possède deux pôles. D'une part, l'exposition aux sensations qui excitent l'adolescent et d'autre part, le contrôle de ses sensations. En effet, l'adolescent est traversé par de nombreux changements corporels et de nouvelles sensations très débordantes. Que ce soit dans les jeux vidéo ou les réseaux virtuels, la recherche de sensations et d'excitation ne peut être dissociée d'un besoin de contrôle en vue d'éventuellement accéder à une mise en sens. Dans ce sens, les images violentes ou crûment sexuelles vues sur les réseaux peuvent servir de contenant face aux sensations pubertaires effractantes. Ce mouvement est similaire de ce qui se joue chez l'enfant avec les contes de fées. En effet, les contes de fées proposent des images, des représentations aux jeunes enfants incapables de donner sens aux angoisses diffuses. Les images violentes ou crûment sexuelles se différencient néanmoins des contes de fées en s'inscrivant dans le champ de l'image brute et ne possèdent pas l'élaboration symbolique dont profitent les contes. D'autre part, les réseaux sociaux permettent aux adolescents d'accéder à des scènes publiques où ils peuvent s'exposer et s'exprimer. Ces espaces ne nécessitent pas la présence corporelle et par là permettre un premier apaisement à l'adolescent dans son lien à l'autre. Absence du corps et de réaction spontanée donnée dans nos sujets, l'illusion d'avoir un meilleur contrôle sur son image, sur ce qu'il décide d'exposer. L'image exposée sur le net est facilement manipulable. Et d'après Asa, permet à l'adolescent un travail de figuration des différentes facettes de sa personnalité et de son image. La possibilité de lire les commentaires au rythme qui les plaisent souligne également la qualité parexcitante de ces espaces. Dans le cas où l'adolescent va mal, il peut trouver un refuge dans le monde virtuel qui instaure une distance entre le sujet et son interlocuteur. Ce repli qui permet à l'adolescent de garder le lien à l'autre, malgré son mal-être, peut devenir problématique dans un second temps. Toutefois, dans un premier temps, les réseaux peuvent fonctionner comme des facilitateurs de liens avec les autres. Le désir de l'adolescent de s'exposer sur l'espace virtuel, décrit par Tisserand comme un désir d'extimité. Il s'agit d'un mouvement qui pousse chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime dans l'espoir de se rencontrer soi-même à travers l'autre. La reconnaissance externe, dans le cadre des réseaux, se traduit en nombre de followers, des likes et des commentaires et va finir par enrichir l'intimité du sujet en lui confirmant l'intérêt que l'autre peut lui porter. L'identité et l'identification étant confondues à ce moment-là. Il est important de noter qu'il existe certains paramètres sur les réseaux sociaux, parmi lesquels la différenciation entre les profils publics et privés est particulièrement significative. Lorsque l'objectif du sujet est d'attirer l'attention maximale sur son profil, il est contraint de le maintenir en mode public. Nous pouvons comprendre cette démarche comme un besoin, au-delà de désir, de l'extimité qui leur permet de se sentir exister dans le regard de l'autre pour accéder à un sentiment de continuité d'existence. Les réseaux deviennent alors comme des miroirs qui reflètent le narcissisme fragile de l'adolescent.
Malheureusement, très souvent, ce miroir peut refléter non pas la reconnaissance que cherche l'adolescent, mais aussi le cyberharcèlement en causant des grands dégâts chez les jeunes adolescents. Un des autres attraits de ces espaces virtuels pour les adolescents est la sensation de l'autonomie qu'ils procurent. En effet, Internet et les réseaux sociaux donnent une grande impression de liberté et de l'autonomie à l'adolescent qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut et sans conséquence. Cela est d'autant plus vrai quand les parents n'accompagnent rarement les adolescents dans leur accès sur les réseaux. La place des parents dans l'accompagnement des adolescents sur ces espaces est primordiale, car aujourd'hui, il n'existe plus de différenciation nette entre ce que nous pouvons être tentés d'appeler la vraie vie et les réseaux. Les adolescents d'aujourd'hui ont grandi avec ces réseaux et mènent une double existence spontanée entre ces deux réalités, en plus de la dualité de la réalité psychique et la réalité extérieure que nous avons l'habitude de distinguer. Pour nous intéresser de plus près à la pornographie en ligne, on peut noter en premier lieu que toute étude sur la pornographie à l'adolescence ouvre le sujet sur la question de la masturbation. D'une part, la masturbation ainsi que l'utilisation fréquente de la pornographie à l'adolescence sont souvent perçues comme une recherche de satisfaction auto-érotique qui maintient l'investissement incestuel aux objets parentaux. D'autre part, chez les auteurs anglophones, par exemple chez Winnicott, la masturbation est perçue plutôt comme un moyen d'apaiser l'excitation sans faire appel à l'objet externe qui est potentiellement source d'angoisse. La pornographie à l'adolescence se présente donc d'abord comme un moyen d'apaiser l'angoisse et de décharger le surplus d'excitation qui découle des modifications pubertaires. De plus, les adolescents sont avides d'images ou d'histoires qui puissent les renseigner sur la façon d'entrer en relation avec l'autre. Nous pouvons, dans ce cadre, penser à la pornographie comme des images qui mettent en scène les capacités de leur corps génital capable de procréation. Avec l'avancement de la technologie, les sites pornographiques suivent des méthodes utilisées par des réseaux sociaux sur plusieurs points. Ces sites utilisent des algorithmes pour apprendre les préférences de chaque utilisateur et inciter ces derniers à faire une sélection active d'une vaste gamme d'actes et d'images sexuelles. Le spectateur de la pornographie n'est plus uniquement dans une position passive. Il peut regarder des spectacles en direct, parler avec les acteurs-actrices et leur demander d'exécuter ce qu'ils souhaitent regarder. Ils peuvent également liker ou commenter les vidéos, discuter avec les autres utilisateurs à propos du contenu visionné. Cette dimension interactive des plateformes pornographiques donne au sujet l'impression d'être active et maîtriser son désir, son excitation, sans devoir passer par un autre sujet complémentaire. Cette position de maîtrise est surtout recherchée à l'adolescence, période lors duquel les changements pubertaires s'imposent au sujet et réactivent un sentiment de passivation difficilement supportable. Sur un autre plan, la disponibilité de représentations explicites des comportements sexuels dans la pornographie peut donner aux jeunes et aux adolescents désorientés l'occasion de prendre conscience de désirs émergents qu'ils éprouvent. Cela permet aux adolescents d'accéder à une transmission d'informations sur la sexualité. Par exemple, le vaste corpus de pornographie victorienne servait à éduquer ses utilisateurs sur ces questions érotiques. La représentation même d'une activité sexuelle sur un support accessible au public indique que le comportement exposé a un public significatif, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui désirent la même chose que l'adolescent et que puisqu'il est accessible au public et non pas accessoirement disponible au domicile de l'adolescent, le comportement exposé est dans une certaine mesure normal. Ainsi, pour de nombreux adolescents, la pornographie sert à se libérer des contraintes sociales, tant internes qu'externes. Elle conduit à la découverte qu'il existe d'autres personnes qui veulent s'adonner à des activités sexuelles semblables aux siennes. Cet aspect informatif et donc libérateur de la pornographie joue généralement un rôle important chez les jeunes sujets LGBTI+, qui peuvent y trouver des représentations d'un large éventail d'activités et de rôles sexuels. De plus, la possibilité de choisir parmi une vaste sélection permet à l'adolescent d'expérimenter, de découvrir ce qui l'intéresse le plus, prendre le temps de le contempler et de s'intéresser à ce qui répond à son fantasme. L'éducation sexuelle fournie par la pornographie inclut probablement des matériaux qui façonnent les conventions sociales. Toutefois,
Comme tout matériel éducatif, les représentations pornographiques peuvent servir à endoctriner plutôt que d'offrir des possibilités de nouvelles connaissances et d'élargir la vision érotique. C'était le cas avec ce qu'ils appellent les cum shots. Ce terme désigne un homme qui éjacule à l'extérieur de vagin. Cette technique est beaucoup utilisée dans la pornographie pour montrer aux spectateurs que l'acteur prend authentiquement du plaisir et qu'il n'imite pas son orgasme. Toutefois, dans les années 90, avec la popularisation de la pornographie en ligne, plusieurs jeunes hommes pensaient que c'était ce qu'il fallait faire dans toutes les relations sexuelles. Ainsi, à l'instar des autres formes d'éducation, ce que l'adolescent apprend par la pornographie dépend à la fois du matériel présenté et la capacité de l'adolescent à porter un regard critique sur ce matériel. Le jeune qui reçoit et adopte passivement des attitudes ou rejette par réflexe des attitudes issues de la pornographie a beaucoup moins de chances d'en tirer profit ou tout autre matériel ou de tout autre matériel éducatif que le jeune qui s'engage activement et de manière critique dans le matériel. À cet égard, la pornographie est comme tout autre matériel éducatif en ce sens qu'elle peut être un endoctrinement ou offrir l'occasion d'un élargissement des connaissances. De plus, ces apprentissages sont souvent discutés avec les pairs qui, par leur partage, normalisent la visualisation de ces contenus et augmentent le sentiment d'appartenance à un groupe. Quant à la question de comparaison que les gens font avec des acteurs et actrices pornographiques, certains nombres de recherches montrent que même les jeunes qui ont la préoccupation très courante quant à la taille de leur sexe ou de leur poitrine, ou bien qui s'inquiètent de leur capacité lors de l'activité sexuelle, ne sont pas impliqués de manière significative la représentation pornographique dans leur comparaison. En effet, les jeunes n'attendent pas à se ressembler ou se comporter comme des stars de porno, autant qu'ils n'attendent pas à jouer basketball comme un joueur de NBA ou voler comme Superman, sauf en cas de grandes difficultés quant au lien qu'ils entretiennent avec la réalité. Les critiques que nous pouvons faire à la pornographie sont multiples. Il est commun de dire que la pornographie montre tout, tue le fantasme et attaque la temporalité du désir en favorisant un fonctionnement de tout de suite et maintenant. Nous savons également que chez les adolescents, les limites entre le fantasme et la réalité sont en remaniement, car c'est à l'adolescence que le principe de réalité touche pour la première fois la sphère de la sexualité. Nous pouvons penser à cette rencontre entre la pornographie et le réaménagement des limites intrapsychiques à partir du concept du fantasme masturbatoire central des Lofer. Il s'agit d'un fantasme qui fonctionne comme un script sexuel qui capture des liens objectaux particuliers et les qualités particulières de l'autre, qui invoque l'intérêt sexuel et l'excitation chez l'individu. Quand les sujets sont sur ces sites pornographiques, souvent ils ne regardent pas n'importe quelle vidéo, mais sont concentrés sur les scénarios qui font coïncider la représentation externe avec le fantasme sexuel interne. La masturbation accompagnée de ce fantasme spécifique est une étape importante chez l'adolescent pour aider à son moi de réorganiser autour de la primette de génitalité. La masturbation peut donc, sur un plan développemental, peut permettre à l'adolescent d'explorer et de consolider son organisation sexuelle et se préparer à l'intimité sexuelle. Si la masturbation perd sa valeur développementale et devient compulsive, un cercle clos se ferme autour d'autostimulation et de fantasmes rigides avec l'incapacité de tolérer l'autrui. Ce cercle clos n'est pas sans rappeler le retrait psychique théorisé par Steiner, où le sujet établit un espace de retrait dans son esprit pour se protéger des angoisses schizoparanoïdes et dépressives. L'utilisation compulsive de la pornographie peut être pensée comme un retrait défensif qui vise à donner au sujet une impression de contrôle. Les relations sexuelles avec une partenaire nécessitent d'exposer ses affects, sa vulnérabilité, accepter de perdre le contrôle en présence de l'autre. Cela implique d'accepter un certain degré de dépendance à l'autre et un certain degré de passivité. Pour les sujets qui ont vécu dans un environnement qui n'a pas su s'adapter à leurs besoins, il est très difficile de supporter la dépendance à l'autre. Dans ce contexte, la masturbation peut maintenir une illusion d'omnipotence et de l'autosuffisance par se procurant soi-même le plaisir sexuel. Le noyau de ce complexe peut être vu comme un dilemme claustro-agoraphobique.
D'être proche de l'objet menace la claustrophobie, mais être seul renvoie à un isolement insupportable. La masturbation peut amener l'illusion de présence de l'autre tout en maintenant un lien symbiotique à l'image de la mère apaisante. L'utilisation de la pornographie en ligne peut amplifier ces illusions. Le choix vaste de contenu permet au sujet de trouver un scénario qui va correspondre parfaitement au script interne et qui va nourrir l'excitation et l'ambivalence. Par l'utilisation d'Internet, peut créer l'illusion d'absence de témoins potentiels. L'excitation physique ressentie diminue alors la censure interne du surmoi, et cet état peut renvoyer à un état maniaque couplé avec l'excitation sexuelle et constituer un sentiment de défense en se prêtant à l'addiction. De plus, cet état de surexcitation soutient la prévalence de la sexualité partielle. Les plans, ou plutôt les gros plans, se concentrent sur les zones du corps qui, comme le dit Barbara Simagnotto, bien que qualifiées de génitales, n'en assurent pas le primat. L'autrice émet aussi l'hypothèse que dans le cas de l'addiction à la pornographie, nous retrouvons une tentative d'intégration psychique de la sexualité adulte qui achoppe. En ce sens, ces tentatives s'appartiendraient à une pratique d'incorporation du sexe génital, appelant une répétition continue. En effet, le processus d'incorporation qui transite par le corps et les jeux des sensations ne fait pas trace dans la psyché. Sans représentant psychique interne de la sexualité, puisque tout se doit avoir au dehors, le sexe demeure soumis à une consommation sans limite. En effet, l'utilisation compulsive de la pornographie peut être située comme une fonction d'antifantasme, tuer le fantasme, faire taire le désir, faire oublier la dépendance à l'autrui. Dans ce sens, l'addiction à la pornographie n'est tout sauf sexuelle. Il s'agit surtout d'une manière de tolérer le seulement et de se protéger de l'intimité avec l'autre. Il s'agit paradoxalement d'éviter la vie sexuelle, notre lien avec notre désir sexuel et la place de l'objet. Ainsi, la seule vocation de la pornographie dans le cadre de l'addiction sera de donner un plaisir immédiat, de la satisfaction par les voies les plus courtes, ou elle se contente de stimuler un événement somatique qui usurpe l'expérience sexuelle, mais également de créer un refuge pour le sujet trop fragile pour pouvoir accéder à une sexualité dite adulte, incluant l'autre perçu dans sa différence et sa complémentarité. L'utilisation défensive de la pornographie en ligne peut être perçue comme une sorte de suspension de l'investissement qui maintient le moi loin de toute souffrance réelle, mais aussi de toute satisfaction réelle. Il s'agit là d'un retrait semblable à ce que décrivent Rosenfeld et Meltzer. Lorsque le bon objet et les bons parents ne sont pas disponibles de manière prévisible pour assurer la sécurité, les bonnes parties de la personnalité se détournent d'eux. Vulnérables et sans protection, ces parties de la personnalité sont attirées dans des relations internes avec des objets qui se présentent comme toujours présents, jamais décevants et autosuffisants. Ces objets internes fonctionnent comme des chefs de bande offrant une protection en échange de la loyauté à un objectif destructeur partagé. Ils appellent ça le gang interne. Et ce type de masturbation et d'éjaculation s'apparente à un défi interne de gang, une initiation, puis un rituel de loyauté répété. Ce qui manque dans cette situation, en effet, ce sont des satisfactions qui ne peuvent être atteintes que lorsque le sujet peut compter sur un échange suffisamment authentique avec l'autre, un échange dans lequel se produit l'action spécifique correspondant à un contact réel entre le sujet et son objet. Il est très difficile de quitter ce type de gang interne. Elle nécessite le développement de confiance en un bon objet bienveillant interne et en des figures extérieures évidemment très significatives pour l'expérience de la psychothérapie. Elle implique également de prendre conscience d'une vulnérabilité réelle, de besoins émotionnels, de privation et de traumatisme souvent au cœur de la dépendance. Pour conclure, j'aimerais accentuer l'importance de la place de l'environnement qui va impacter la manière dont l'adolescent va utiliser la pornographie en ligne, à laquelle il sera forcément confronté un jour ou un autre. Évidemment, il est question de l'environnement premier lors de l'enfance, qui a permis à l'adolescent de pouvoir faire confiance dans son environnement et de supporter un certain niveau de dépendance.
Il ne s'agit en aucun cas ici de questionner la qualité du contenu visionné en soi ou la fréquence de la sollicitation, mais de l'environnement de l'adolescent, c'est-à-dire la présence suffisante d'un adulte sur lequel peut s'appuyer l'adolescent, un adulte à qui l'on peut poser des questions, obtenir des explications et avec qui il peut y avoir un véritable échange. Comme dans l'action spécifique qui sort l'enfant de son DZ, la présence de l'adulte auprès de l'adolescent lui permet de sortir de l'interchangeabilité et la continuité indéfinie du monde des images. Dans le projet pour une psychologie scientifique, Freud écrit que les images peuvent susciter l'excitation, mais s'ils ne sont pas liés à un vrai objet, ils finissent par rendre monotones les investissements du sujet. Sans une qualité objective qui existe en dehors des images, le sujet fait recours à la pornographie en ligne, court le risque d'investir beaucoup de temps et d'intérêt, mais tend en fait à réaliser un désinvestissement, ou plutôt précisément, le résultat peut être un investissement suspendu, tant dans l'objet que dans le soi. Je vous remercie.